Bah, je passe la parole tout de suite à mes deux invités. Alors peut-être je vais commencer avec toi, Edouard. Est-ce que tu arrives à nous dire qui tu es? Alors je sais qu'évidemment tout le monde te connaît, mais l'idée c'est peut-être de dire qui tu es, te pitcher rapidement, et puis voilà. Puis après ça sera au tour de Stéphane. Ok, ben merci. Donc, Édouard Mellon, moi, j'ai grandi à la Vallée de Joux, dans l'horlogerie. Ma famille était active depuis plusieurs générations. Mon père a travaillé assez longtemps chez différentes marques, dont Audemars Piguet. J'ai étudié à Lausanne, à l'EPFL en microtechnique. Ensuite, j'ai travaillé dans le conseil à Zurich quelques années avant de partir en Asie du Sud-Est plus particulièrement. Je me suis occupé d'un groupe qui s'appelle Desco et parmi les marques dont on s'occupait, il y avait Maurice Lacroix. Donc j'étais assez proche de Stéphane et certains membres de son équipe et des personnes qui ont travaillé avant là-bas. Et ensuite, je suis allé faire un MBA à Wharton, donc à Philadelphie. J'ai fini en 2008, je crois. Ensuite, j'ai lancé une marque avec des partenaires qui s'appelait Celsius, qui était active dans la téléphonie mobile de luxe. C'était un peu dans l'air du temps à l'époque. Ça n'a pas très, très bien marché. C'était une super expérience, peut-être qu'on y reviendra. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité avec ma famille de racheter la marque Moser qui partait en faillite en 2012. Donc, il y a exactement 10 ans, on a fêté il y a quelques jours, quelques semaines, les 10 ans de la reprise. Et je m'occupe en tant que CEO de la marque de H. Moser depuis tout début 2013. Donc, ça fait 10 ans. Génial. Et du coup, toi, Stéphane? Alors, bonjour. Ben, pour moi, j'ai fait mes études à Lausanne en économie, en HEC. Mon premier job était dans l'horlogerie. J'étais chez Tag Heuer. J'ai fait 2 ans. Tag Heuer, à l'époque, c'était tout petit, hein. On faisait une centaine de millions. Au marketing, j'étais au marketing, on était 7 personnes. Donc, ça a bien changé. Mais ce qui manquait un petit peu, ben, voilà, les petites entreprises, je voulais être encore formé. Je sortais d'études. Donc après, je suis parti 5 ans dans le tabac. J'ai été ensuite 3 ans dans la cigarette, pardon, dans la santé. J'étais chez Novartis. Et puis en 2008, il y avait un poste ouvert chez Maurice Lacroix à Zurich. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais une petite amie sur Zurich, donc je voulais passer sur Zurich. Et en fait, j'ai pu retourner à mes premiers amours qui étaient l'horlogerie, donc c'était parfait. Et donc, j'ai fait directeur marketing depuis 2008 jusqu'à 2014 et j'ai repris la direction en 2014. Donc, ça fait maintenant 8 ans. Et Maurice Lacroix appartient aujourd'hui à un groupe zurichois, DKSH. Avant, c'était, comme disait Edouard, Desco von Schultes. Et en fait, le rachat s'est fait en 2011. Donc, j'ai vécu différents types d'encadrement, différents types de management. Et puis aujourd'hui, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Donc, c'est aussi d'autres intérêts et c'est aussi une autre façon de voir les choses en termes de chiffres, en termes de performance. Alors, ce que je trouvais très intéressant, merci beaucoup déjà pour vous deux. Ce que je trouvais très intéressant dans votre profil, c'était aussi ce profil un peu d'entrepreneur, c'est-à-dire vraiment d'avoir un esprit de créateur, de relancer aussi, parce que dans le cas de H. Moser, l'idée, je crois que vraiment, peut-être tu arrives à nous dire un mot, Edouard, là-dessus, c'est comment elle était la marque et qu'est-ce qui t'a plu déjà chez cette marque et comment on décide alors de relancer une marque telle que H. Moser? Alors, Moser, ce qui m'a plu quand on est arrivé en 2012, il y avait pas mal de choses en fait. Il y avait beaucoup de petites marques indépendantes déjà à l'époque. Ce qui était intéressant chez Moser, c'était l'histoire, c'était la manufacture et les produits. Alors, l'histoire, si vous venez découvrir H. Moser, on a la chance d'avoir un magnifique musée dans le château de Monsieur Moser, qui a plus de 150 ans. Enfin, le château, hein, Monsieur Moser est mort depuis longtemps. On a une fondation qui s'en occupe. On travaille avec la famille Moser, qui ne sont pas actionnaires, mais qui sont des partenaires pour le développement de l'histoire et entretenir la mémoire de toute la famille et pas seulement la partie horlogère. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects, dont la partie entrepreneuriale, pionnière de la famille Moser dans la région de Chafouz. Ça m'a beaucoup plu. Moi, je suis assez, je dirais, attiré et attaché à l'histoire des marques et aux traditions. Donc ça, c'est un élément qu'on n'achète pas, quoi. Soit on l'a, soit on l'a pas. Le deuxième élément, c'est la manufacture. Quand on est arrivé, c'était une manufacture
n'était pas optimisé, il y avait beaucoup de problèmes, sinon il ne serait pas parti en faillite. Mais il y avait une base extrêmement intéressante parce que très intégrée. On fabrique aujourd'hui pratiquement tous les composants de nos mouvements, y compris les spiraux. On fournit à peu près 30 marques avec les spiraux. Les spiraux, c'est quelque chose de très stratégique. Je crois qu'il y a moins de 10 structures qui sont capables de fabriquer des spiraux et de le faire bien. Donc, on est très fiers de pouvoir le faire, de pouvoir le montrer. On a beaucoup de gens qui viennent visiter la manufacture et en particulier pour découvrir la fabrication des spiraux. Donc, ça m'a plu. Et puis, le troisième point, c'était vraiment les produits parce que mes prédécesseurs étaient des ingénieurs, parfois un peu fous, peut-être peut-être rêveurs, qui avaient vraiment des idées assez extrêmes dans ce qu'ils voulaient amener en termes d'horlogerie. Encore une fois, inspiré dans les traditions, mais en essayant d'amener des solutions différentes et modernes. Ils ont créé des produits incroyables qui n'étaient pas rentables, mais qui avaient des bases extrêmement intéressantes. Et donc, moi, ça m'a plu et on s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'on n'arrive pas à faire la même chose, mais en mieux? Et ça a été tout le challenge de reprendre la marque, de la restructurer, de la repositionner, de faire du re-engineering et optimiser le tout. Et du coup, c'est vrai que je fais ce parallèle avec Maurice Lacroix, même si c'est un petit peu différent dans l'approche, parce que c'est vrai que toi, tu n'as pas racheté, mais c'est vrai que moi, j'ai connu Maurice Lacroix avec Roger Federer, je suis arrivé en 2005, avec Roger Federer comme ambassadeur. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un moment où on vous a moins vu. Peut-être, tu arrives à nous dire un peu ce qui s'est passé, Stéphane, pendant un peu, je dirais Oui. En fait, Maurice Lacroix, c'est intéressant parce qu'il y a eu énormément de changements. Il y a eu autant de directeurs que ce qu'il y a de campagne marketing avant que j'arrive. Et c'était une marque, je me rappelle que les premiers mois, je me suis dit, ah oui, bon, un peu spécial le produit. La communication, c'était pas vraiment une marque, c'était plus un produit à l'époque. Et le premier challenge était de transformer une marque en produit. Donc, de lui amener un visage, des émotions. Et de fil en aiguille, c'était aussi ce qui était difficile aussi, c'est qu'on n'avait pas vraiment de modèle phare. On avait un modèle phare qui était la collection Masterpiece, mais qui était très cher. C'est le sommet de la gamme. Et nous, on a toujours opéré à des niveaux access. Hein, on est en accessible luxury. Donc, il fallait à un moment revenir un petit peu à nos bases, à nos sources, si on veut. Bien qu'on n'a pas vraiment de l'histoire ou des traditions, vu qu'on existe depuis 1975. Mais ce qui est intéressant avec cette marque, c'est qu'elle est née dans la crise horlogère, et elle a eu beaucoup de crises, et elle s'en est toujours bien sortie. Et ce qui était la clé de voûte, en fait, c'était vraiment de se dire, mais c'est pour qui cette marque? Et puis, qui peut être intéressé? Et on a aussi recréé la collection Icon, qui est en fait le rafraîchissement d'une de nos collections phares des années 80-90, qui était la Calypso. Et c'est à partir de ce moment, de ce relancement de cette Icon qui a été lancée en 2016, mais qui a des designs des années 70, mais rafraîchis au bout de 2020, avec tout un marketing qui était rajeuni. Parce qu'avant cette collection, on vendait à des gens, on targetait des gens 45 et plus. Et en fait, avec l'Icon, on s'est rendu compte qu'avec les niveaux de prix, avec ce type de produit, en fait, on pouvait intéresser les millénials. Donc, à partir de 20-25 ans, les gens achetaient nos produits. Donc, de fil en aiguille, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout repositionné. On a changé toute la communication. Et puis, aujourd'hui, ça nous a donné raison parce que 6 ans après le lancement, ça nous fait plus de 80% de nos ventes. Avec tout ce qu'on a lancé. Ouais. Ouais, c'est énorme. Donc, c'est vraiment un vrai repositionnement que vous avez un repositionnement prix et puis un repositionnement de vos gammes, quoi, de tous vos produits, en fait. Et du coup, Edouard, toi, au niveau, il y avait cette idée aussi de repositionner la marque ou finalement, c'était plus le prolongement de ce qui existait déjà, mais d'ajouter peut-être plus d'audace, plus de produits et puis ça aussi un peu de marketing parce que je me rappelle de très belles campagnes et de produits vraiment fun comme le petit, il y avait la petite parodie avec l'Apple Watch. Écoute, pour être clair, en 2012-2013, tout au début, c'était très difficile de se dire qu'est-ce qu'on allait faire. Mais il y avait une chose qui pour moi était claire, c'était de dire il faut garder le bon parce que il y a toujours du bon. Il faut juste l'analyser et savoir ce que c'est, parce que sinon, c'est mieux de redémarrer de zéro. Parce que là, on partait, on était les chiffres étaient tellement catastrophiques
que ça aurait été, si réellement on voulait tout jeter, autant de relancer une nouvelle marque que de redémarrer avec tous les problèmes qu'on avait à l'époque. Donc, il y a eu une partie d'analyse de se dire qu'est-ce qu'on peut garder. Ce que je disais avant, c'était vraiment au niveau du produit, au niveau de la philosophie, les codes design, les codes fonctionnels de nos produits. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait garder, l'analyser et puis ensuite construire là-dessus. Et ensuite, on a cherché, je dirais, en tâtonnant un peu qu'est-ce que pourrait être notre positionnement. C'est intéressant parce que dernièrement, on a fait le séminaire où on invite tous nos partenaires, distributeurs et filiales en Suisse pour se projeter sur les 2 à 3 prochaines années. Et on a fait une rétrospective où j'ai ressorti des présentations que j'avais fait en 2013. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui, déjà en 2013, et je n'avais pas réalisé, étaient relativement justes par rapport à ce qu'on a fait sur les années qui suivaient. Alors, ça prend du temps, on essaye des choses et ça ne marche pas. Mais avec Moser, on s'est toujours dit, on a la chance d'avoir un patrimoine, une histoire, des traditions, mais en même temps, en étant indépendant, en étant familial, en étant une équipe relativement jeune, on parle il y a 10 ans, on peut amener une touche moderne, contemporaine. Et en fait, on s'est dit, Moser peut être ce lien entre la belle horlogerie traditionnelle. On n'a pas besoin d'être poussiéreux et vieillot comme certaines des grandes marques, avec tout le respect que j'ai pour ces marques-là. Et puis créer ce pont avec la belle horlogerie contemporaine que sont des Uhrwerk, Richard Mille ou MB&F et Co. Et je pense que c'était juste, ça nous a créé, ça nous a donné énormément de liberté. On avait cette liberté parce qu'on est, encore une fois, une entreprise familiale gérée par la famille. Je travaille avec mon frère qui est basé à Dubaï. Et donc, oui, on a fait ce repositionnement, mais pas seulement au niveau du produit, on l'a fait également au niveau de la communication, en étant un peu dans la provocation, l'activisme, une touche d'humour, ce côté humain qu'on voulait donner à la marque, et ça a relativement bien joué pour nous. Et vous continuez toujours dans ce même axe? On essaye, après il faut trouver des idées, on peut devenir facilement lazy, quand ça marche bien, on se pose moins de questions, je trouve. Et là, régulièrement, on essaye vraiment de pousser, d'avoir une approche très dynamique et pas de se dire, ah ben voilà, ça marche super bien, maintenant on peut se reposer. Non, il faut continuer de se battre et d'avancer. Et enfin, là, j'ai une question dans la barre de chat qui dit à propos des Gen Z, parce que justement, la créativité, vous avez un discours, les deux, justement, qui est assez disruptif, un peu détonnant. Et est-ce que je la pose à toi, c'est Stéphane, cette question, c'est est-ce que cette Gen Z, justement, cette expérience client, qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette Gen Z, justement, et ce nouveau microcosme, qu'est-ce que tu peux apporter? Alors là, moi, je vois dans tes pièces déjà, clairement dans les couleurs, dans la matière que tu utilises, des choses assez disruptives. Donc, est-ce que tu arrives à nous en dire plus? Oui, en fait, la question est excellente parce qu'on a lancé cette année une collection pour la Gen Z. Je vous disais avant, l'icône, c'était plutôt fixe et millénial. Et ce qu'on s'est rendu compte que, en fait, ces millénials, ils avaient 20 ans il y a 5 ans, aujourd'hui ils en ont 25, donc il y a une nouvelle génération qui arrive. Et on a beaucoup étudié cette nouvelle génération. On se pose la question, mais c'est qui, ils font quoi, qu'est-ce qu'ils ont besoin, quels sont les besoins? Et un grand aspect de cette Gen Z, c'est, hormis le fait que c'est une génération qui est née, qui est complètement connectée Internet depuis le début, des mobile phones et consorts, mais c'est une génération où donc l'éco-responsabilité, ou plutôt le mot sustainability, est très importante. Donc, et on l'a vu, parce que moi, j'ai par exemple, j'ai mon adresse email qui est sur le site, donc je reçois beaucoup de feedback clients. Et depuis 2-3 ans, on a des demandes en disant, mais vous faites quoi pour cuire? Est-ce que vous avez que des origines animales? Est-ce que votre métal est 100% recyclé? Qu'est-ce que vous faites en termes de bilan, en termes de CO2, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, en fait, vous avez des consommateurs qui sont, surtout cette génération, est très revendicative, cette génération très revendicative. Et le mot sustainability n'est peut-être pas un argument d'achat, mais a son importance dans le processus d'achat. Et basé sur tous ces éléments, nous avons lancé cette année en mars une montre qui s'appelle Icon Tide. Et le Tide, c'est en fait des bouteilles de PET recyclées avec de la fibre de verre. Donc, c'est un composite. L'avantage, c'est qu'on peut lui donner toutes les couleurs qu'on veut. Donc, si vous voyez, vous allez sur notre site où il y a Icon Tide,
Vous avez une panoplie de couleurs. Je crois qu'il y en a une douzaine ou une 14 de ces mouvements, de ces exécutions. Et c'est en fait c'est une des premières montres en plastique recyclé de l'industrie horlogère dans du Swiss made. Et est-ce que tu fais d'autres actions, toi, au niveau de sustainability? Enfin, est-ce que tu as d'autres actions dans la durabilité ou est-ce que tu prévois d'autres choses dans le futur qui te permettra justement d'être encore plus sustainable? Bon, alors, le truc avec sustainable, c'est un peu le mot à la mode en ce moment, hein, c'est un peu le gros terme, mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on commence, une fois que vous vous mettez dans ce mode, et puis je dis toujours, l'objectif, c'est pas de faire des rapports, c'est d'avoir des actions concrètes. Et en fait, ce que nous a amené l'Icon Tide, nous a amené la réflexion sur plein d'autres éléments de notre portefeuille. On peut imaginer, on a des cuirs encore animaux sur certaines montres. Dans le futur, c'est de trouver des solutions végétales ou d'autres types de bracelets qui soient éco-responsables. Après, en termes d'acier, aujourd'hui, même l'acier qu'on a sur toutes les montres que vous achetez, il y a déjà une partie qui est recyclée, mais ce n'est pas du 100%. Après, il y a plein d'actions que vous pouvez entreprendre à l'intérieur de l'entreprise aussi. Hein. Ce n'est pas qu'au niveau des produits. Et puis, qu'on va lancer fin de cette année, tous nos packaging seront en Tide. Donc, on remplace tous nos packaging en bois ou en MDF. Ce sera du Tide. Et puis, donc, voilà, chaque fois qu'on vend un packaging ou une montre en Tide, on va recycler des bouteilles de PET dans les océans. Et du coup, Edouard, est-ce que tu as ressenti la même chose avec la jeune génération? Parce que peut-être là, du coup, on n'est pas sur le même level aussi de prix. Peut-être que quand on paye peut-être une montre beaucoup plus chère, est-ce qu'on a ce même souci est-ce que tu ressens les mêmes choses ou pas? Je ressens déjà au niveau de mes collègues. On a une équipe, encore une fois, relativement jeune. Et ça, j'ai réalisé il y a quelques années que c'était très important pour eux. Se dire, on a la chance de travailler dans le luxe, on a la chance de travailler en Suisse. Est-ce qu'on peut faire plus? Et c'est vrai que ça a créé une réflexion en interne qui a démarré il y a quelques années. Et on avait lancé une campagne, je ne sais pas si tu te souviens, on avait créé la Mother Nature Watch pour justement exprimer nos revendications, ou en fait le cahier des charges qu'on s'est fixé. Pour la marque Moser, on a fait, ça a pris 2 ans, on a fait toute une réflexion au niveau des process pour pouvoir se certifier RJC. Je pense qu'on était une des premières petites marques indépendantes à être certifiée RJC et ça a un impact énorme sur tout ce qu'on fait. Ce n'est pas que la sustainability, c'est vraiment corporate social responsibility. Et là, on a mis pas mal de choses en place. On est aussi en train de regarder pour construire une nouvelle manufacture. Là aussi, tous les aspects énergétiques, bon, ça devient de plus en plus économique aussi, sont importants. Donc, ça, c'est des choses qu'on étudie profondément. La manière dont on utilise ou on source de l'or, par exemple. Aussi, ça, c'est des choses importantes pour nous, d'avoir du fair trade gold. Compenser, on n'arrive pas à avoir de pas avoir de carbon footprint, mais par contre compenser nos émissions, etc. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait. Donc voilà, il y a pas mal d'initiatives en place, mais encore une fois, c'est peut-être moins lié aux consommateurs, c'est plus lié à mes collègues ici à Schaffhouse. Et toi, par rapport à cette Gen Z, est-ce que tu penses que tu la touches? Est-ce que c'est aussi ton objectif ou finalement, voilà, comment vous vous positionnez, vous, Moser, par rapport à cette fameuse Gen Z? Bien sûr que c'est important, c'est le futur. Il y a quelques années, je pense qu'on s'est bien positionné par rapport aux millennials, ce qui fait que Moser aujourd'hui fonctionne très très bien avec aussi cette génération-là. Quand j'ai démarré, l'âge moyen des acheteurs Moser étaient plutôt de l'ordre de 65 ans et aujourd'hui, il est beaucoup plus bas. Et on a beaucoup de clients qui, à l'âge de 20 ans, vont dire, moi, je veux m'acheter ma première et belle montre, j'ai économisé et je veux que ce soit une Moser. Je veux pas la même montre que mon grand-père ou mon père même. Donc ça, c'est très important et il faut continuer. Donc la Gen Z, bien sûr que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler dès aujourd'hui. Il y a plein d'initiatives. Il y a le Web 3 qui est aujourd'hui quelque chose qui est en train d'émerger ou qui est déjà là et sur lequel il faut, je pense, aussi se positionner parce que c'est quelque chose qui leur parle. Moi, j'ai des enfants, ils sont peut-être encore un petit peu plus jeunes, mais la plus grande, elle a 13-14 ans. J'ai un fils qui a 11 ans. Je les vois comment ils interagissent aussi avec les mondes virtuels. C'est incroyable. Et c'est clair que c'est pas moi, c'est pas ma génération. J'ai eu de la peine à le comprendre et
me dire quel est le potentiel de ces choses-là. Mais chez Moser, on aime bien explorer des nouveaux territoires. Donc, on travaille sur des initiatives liées justement au Web 3.0, en se posant quel est l'écosystème futur pour l'horlogerie dans ce domaine-là. Donc là, par exemple, tu es sur le métaverse. Quand tu dis Web 3.0, c'est métaverse, Roblox, c'est métaverse, mais c'est aussi blockchain, c'est crypto, c'est NFT, c'est certification, authentification, c'est plein de choses. On cherche vraiment à se poser des questions holistiques, puis de se dire comment on apprend. On ne sait pas ce que sera le futur. Moi, j'ai un peu l'impression que dans le Web 3, on est un peu comme au début des années 2000 avec l'e-commerce. On ne savait pas trop. Certains sont partis en faillite. On ne savait pas trop comment monétiser la chose. Ce qu'on a cherché à faire, et on va le présenter dans quelques semaines, c'est de se dire avec des partenaires de premier plan dans le conseil, dans les assurances, dans l'e-commerce, de se dire comment créer un case est-ce que c'est le bon, j'en sais rien, mais qui peut proposer une solution pour le futur. Donc, clairement, en prenant tous ces aspects-là ensemble. Et on voit justement que pour ce genre de service, on a besoin de créer aussi des nouveaux métiers, des nouveaux savoir-faire. Stéphane, peut-être, tu arrives à nous dire, est-ce qu'il y a des métiers que vous recherchez aujourd'hui chez Maurice Lacroix, des nouveaux métiers? Moi, par exemple, je parlais avec un collègue qui me parlait des métiers de la cybersécurité. Est-ce que c'est des choses que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des besoins chez vous dans vos sociétés? Est-ce que vous ressentez ce genre de besoins, de nouveaux savoir-faire en fait? Oui, alors disons que les 5 dernières années ou les 10 dernières années, il y a même pas mal de nouveaux métiers ou de nouveaux postes qui sont apparus. Rien que de par le fait qu'aujourd'hui, nous, en termes de communication, c'est que du digital ou des réseaux sociaux. Donc, vous n'avez plus besoin de quelqu'un qui maîtrise des campagnes print ou en outdoor comme à l'époque. Hein. Donc, au niveau digital, on a une équipe qui est aussi relativement jeune parce que c'est plus les gens de mon âge qui ont les compétences. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens du marketing, ils ont 25 ans. Hein, et ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut activer, où est-ce qu'il faut aller. Après, on a cybersécurité au niveau IT, c'est clair. Ce qu'on a aussi, parce qu'en fait, on a énormément de réseaux. On travaille avec énormément de produits licences. On a du SAP, on a du Salesforce, on a du Anaplan. Donc, on a engagé récemment même une personne qui fait son rôle, c'est en fait, il est responsable d'intégration des systèmes. Intégration de systèmes informatiques. Un job qu'il y a 10 ans, je pense qu'on n'aurait jamais eu besoin. Il y a une telle complexité aujourd'hui avec les données, les métadatas, plus avec tout ce qui est transfert de données. Alors, il y a un avantage, c'est qu'il y a une automatisation qui est complète. On gagne beaucoup de temps et on gagne beaucoup en ressources. Et du coup, pareil, même question, Edouard. Est-ce que toi aujourd'hui, tu sens que tu as des besoins au niveau nouveaux métiers? Après, on parlera peut-être aussi de cette pénurie de métiers, même, je dirais, plus prod, mais peut-être au niveau des nouveaux métiers, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des besoins? Est-ce que je sais que tu es à Chafouz, parfois, c'est un petit peu compliqué aussi de recruter? C'est pas toujours facile, en effet. En plus, on a quand même besoin de gens qui parlent relativement bien allemand, en tout cas allemand, si possible suisse-allemand. Mais on a un peu les mêmes besoins que ceux de Stéphane. C'est vrai que la cybersécurité, on est plus on a formé les gens et puis on a outsource en partie, mais après, c'est tout ce qui est lié naturellement au digital. Aussi la gestion des data de Salesforce, ce genre d'outils. C'est clair que là, c'est des métiers qu'il y a 3 ans, on n'avait pas des gens qui étaient spécifiques à ces choses-là. Et en plus, c'est l'implémentation de ces outils qui sont hyper performants et tellement important pour nous qu'on a des gens maintenant qui sont des vrais spécialistes. Mais on continue à en chercher. Après, on reste quand même, pendant longtemps, on n'a fait que du digital aussi. Et aujourd'hui, on est en train de revenir, je dirais aussi, vers un petit peu plus de médias traditionnels. Parce qu'on réalise que nos algorithmes travaillent très, très bien. Mais on a besoin dans certains marchés ou pour une certaine clientèle aussi de toucher des médias plus traditionnels. Et on est en train d'allouer, je dirais, quelques budgets pour ce genre de choses. Donc là, on a quand même besoin d'avoir dans nos équipes des gens d'un certain âge on ne peut pas travailler qu'avec des gens de 25 ans, quoi. Mais dans tous les domaines, c'est pas que le marketing. Mais ouais, c'est pas facile de trouver des bonnes personnes à tous les niveaux. Aussi, qui comprennent aussi les codes aussi du luxe, hein, parce que c'est aussi
Il faut, Le enfin, luxe, c'est qu'ils peuvent s'intégrer dans une équipe qui, maintenant, je dirais, moi, dans le core team de Moser, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de rotation à ce niveau-là. C'est plutôt dans les N-1, N-2. Donc, il faut trouver des gens qui arrivent à vraiment se lier, qui ont la même mentalité. Sinon, dont vous parliez d'entrepreneuriat, ouais, il faut être à tous les niveaux dans l'entreprise. Il faut avoir cette culture voilà, de la créativité, de l'innovation, de l'entrepreneurship. alors, je rebondis sur une question de Arnaud Van Aerbourg qui dit: quelles sont les compétences qui sont recherchées plus généralement dans le monde de l'horlogerie? Comment sont accueillis les candidats qui ont une longue expérience dans des domaines autres que l'horlogerie? C'est vrai que souvent, cette idée j'ai beaucoup de gens qui veulent se reconvertir et qui souvent se retrouvent un peu confrontés à un mur parce qu'ils se disent finalement, je n'ai pas l'expérience et souvent, ils n'ont pas cette possibilité ils n'ont pas cette ouverture avec l'horlogerie. Peut-être voir, tu arrives à me dire 2 mots là-dessus. Ça dépend beaucoup des gens et des structures. Nous, moi, je pense que si on veut sortir du lot, surtout quand on est une petite marque et qu'on est upcoming, on a besoin de se poser, d'amener des idées différentes, des perspectives différentes. Donc, nous, on a toujours été très ouverts à des gens qui, justement, ne venaient pas obligatoirement de l'horlogerie. Et ça va aussi bien de supply chain que le marketing, que la vente. On a besoin de gens qui peuvent nous amener une perspective différente. On a déjà une structure qui est très horlogère, donc on a recruté dernièrement des gens qui n'étaient pas de ces domaines-là. On dit que pour vendre de l'horlogerie, il y a des gens qui vendent par exemple de l'IT, où il faut se battre en permanence, on gratte les marges. C'est des gens qui peuvent être très très performants dans notre monde. Le luxe, ça s'apprend en voyageant, en rencontrant des partenaires, mais avoir l'envie et le feeling de la négociation, de la relation, etc. À mon avis, ça s'apprend pas. Et toi, Stéphane, du coup, aussi ouvert à d'autres profils ou plutôt Oh non, horlogerie? absolument. Disons, ouais, c'est vrai que l'industrie horlogère est assez incestueuse, si on veut dire. Mais chez nous, on est très ouvert parce qu'en fait, ça dépend le poste, qu'est-ce qu'il faut. Si c'est quelqu'un pour faire de la supply chain, je préfère avoir un spécialiste supply chain qui est vraiment bon, qui ne vient pas de l'industrie, parce qu'il aura une autre vision, il aura un autre impact. Après, quand on parle de luxe, c'est clair que le luxe, il est important. La connaissance du luxe, le feeling du luxe, il est important au niveau du marketing. Mais après, au niveau marketing-vente, on dira. Voilà. Mais sinon, pour faire de l'IT, pour faire de support de administration des ventes, pour faire de la supply chain, ouais. Je dirais qu'il faut juste faire de l'horlogerie pour être en production. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Je voudrais juste aussi revenir sur quelque chose, et peut-être clôturer un peu cet aspect média et puis un peu Gen Z. Qu'est-ce que vous pensez de TikTok et puis aussi d'un nouveau langage qui se crée? Parce qu'on voit aussi que de plus en plus, on voit que le luxe essaye de… Je prenais un exemple assez récent, il y a Ralph Lauren, je crois que c'était Ralph Lauren qui avait fait justement au début un compte TikTok assez fun et puis finalement qui est revenu sur quelque chose de très traditionnel et puis qui a vraiment perdu beaucoup de ses followers parce qu'il avait justement ce truc très luxe, très, très, très classe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, toi, Edouard, à Moser, vous avez cette idée peut-être de communiquer différemment sur TikTok? Est-ce que TikTok, pour vous, c'est non, au contraire, c'est non? C'est quoi votre vision par rapport à ce média? C'est un média que, un, je ne maîtrise pas, et deux, c'est vrai que pendant longtemps, on s'est dit non. Moi, je me souviens il y a quelques années, quand je voyageais en Chine, puis qu'on me parlait tout le monde me parlait de TikTok, il n'y avait plus que TikTok, et je me suis dit tiens, c'est étrange. Et ensuite, j'ai vu que c'était plutôt mes enfants qui utilisaient TikTok. Et puis, quelques expériences récentes, dont celle de l'interview qu'on a fait ensemble il y a quelques mois, m'ont montré quand même le potentiel viral de TikTok. Alors, c'est positif et c'est négatif. C'est vrai que ça nous a amené une vague de demandes pas toujours très coordonnées, mais en même temps, ça montre la puissance dans médias comme celui-là. Encore une fois, je pense qu'il faut savoir s'adapter, il faut comprendre les codes, il faut savoir le gérer. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, sur TikTok en particulier, on ne maîtrise pas chez Moser. Mais par contre, c'est sur la liste des choses qu'il faut améliorer. Et je l'ai communiqué à mon équipe marketing en disant, voilà, maintenant, a priori, il y a du potentiel là aussi, à savoir comment Moser, avec nos valeurs, avec nos idées, avec notre manière de travailler, on est capable d'utiliser à bon escient un outil comme celui-là.
Et Stéphane, même question. Je suis désolé d'ailleurs, Edouard, s'il y a eu autant de… Non, mais c'est génial. C'est juste que j'aurais dû prévenir l'équipe HR. Là. Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'on se rend pas compte. En fait, c'est ça un peu le souci d'ailleurs, c'est qu'on se rend pas compte à quel point une vidéo peut être. En fait, on a un certain rythme et on se rend pas compte à quel point une vidéo peut être virale en fait. Et c'est vrai que moi personnellement, pour le vivre au quotidien avec JobWatch, c'est que en fait, on est très dans un quelque chose de test and try quoi. Donc Ouais. en fait, on essaye des choses et puis on voit si ça fonctionne ou pas. Puis après, du coup, c'est vrai en ce moment, on est vraiment dans une phase un peu on essaye plein de choses. Et Non, puis c'est clair, et c'est intéressant. Je veux dire, il y a aucun regret. Hein. C'est juste que nous, on a reçu j'ai toujours demandé à ce qu'on réponde à toutes les demandes, sauf que là, c'était des centaines de CV. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ne parlaient pas allemand. C'était peut-être pas. Oui. On aurait dû en parler peut-être avant et mieux cadrer, Exact. la chose parce que on a une petite équipe HR. Donc, Ouais. il me disait, ça va prendre du temps avant de répondre à tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. Bah ouais, vrai. Et du coup, Stéphane, peut-être, est-ce que tu as connu le même problème? Alors, on est sur TikTok, mais je dirais qu'en fait, entre TikTok, Facebook, Instagram et puis encore les autres réseaux, parce qu'en Chine, il y en a encore d'autres, ça dépend un petit peu des marchés, hein, ça dépend les continents, ça dépend les cultures. Il y a des endroits où Instagram marche mieux que TikTok, il y a des marchés où c'est Facebook, d'autres c'est Twitter. Donc, ça dépend un petit peu, quoi. Mais ce qui est important, c'est comme le dit Edouard, c'est qu'en fait, chacun de ces réseaux sociaux demande une autre organisation de campagne. On ne communique pas la même chose sur Instagram qu'on communique sur TikTok. Donc, c'est des médias très particuliers où il faut avoir des campagnes particulières. Sinon, vous n'avez pas de reach et puis, en fait, vos efforts sont pas récompensés. Et sur cette galerie, justement, on voit pas mal aussi d'influenceurs. Là, on en parlait avec Nathalie juste avant de toute cette nouvelle galerie, un peu ce microcosme d'influenceurs, de nouvelles personnes qui arrivent un peu sur l'horlogerie, qui ont des chaînes YouTube avec pas mal de… Comment on arrive à un peu coordonner tout ça, Edouard, peut-être comment aujourd'hui tu arrives à… c'est plus… Il y a plus je dirais le gros média, et puis là, maintenant, c'est plein de petits médias. Et comment on arrive à gérer en termes de temps déjà? Parce que je me dis, ça doit être un boulot énorme. C'est du RP. Hein. On a des gens qui s'occupent de ça, le relationnel, essayer de trouver des opportunités. Encore une fois, il y en a beaucoup, et c'est vrai qu'on peut, enfin, ma perspective, c'est de ne jamais dire non. Donc, on essaye vraiment de profiter, d'essayer de profiter de chacune des opportunités, donc de maintenir des bonnes relations, d'essayer de se faire connaître, de se rapprocher de tous ces partenaires. Influenceurs ou nouveaux médias. Je ne sais pas si c'est vraiment des influenceurs. Encore une fois, il y a les influenceurs. Pour moi, c'est plus certaines personnes qui sont liées à peut-être presque des ambassadeurs qui sont devenus des influenceurs. Mais encore une fois, voilà, nous, on prend ça avec nos équipes. Les gens qui gèrent peut-être, comme le disait Stéphane avant, on fait moins de print. Ces gens-là utilisent maintenant leur qualité RP pour travailler avec ces nouveaux médias qui sont YouTube. On voit que YouTube travaille très très bien actuellement parce que voilà, c'est ce que veulent aussi les clients. Ils veulent du contenu qui est plus détaillé que ce qu'on pouvait faire au travers de certains anciens médias. Alors justement, Stéphane, j'ai une question d'Alexis de Prévoisin. Bravo à l'ouverture de l'horlogerie au profil nouveau, surtout dans les domaines du marketing et de la vente. Quelle est votre stratégie de contenu de marque, de lifestyle, peut-être au-delà du produit? Pensez-vous partenariat, des exemples? Alors, par rapport, on revient toujours à la même chose, à qui est notre clientèle, on vise très millénial, et puis où potentiellement est-ce qu'on a le plus de millénial, c'est dans les grandes villes, donc vraiment un petit peu l'attrait du cosmopolite. Et c'est pour ça qu'en fait, au niveau sponsoring, nous, on s'est associé avec 4 différentes plateformes. Donc, on a le basket 3-3, le street basket, si on veut. Exact. On est partenaire de cette ligue. Donc, ça se déroule toujours dans les villes, dans les centres. Par exemple, il y a eu à Lausanne, il y a dans toutes les grandes villes. En ce moment, il y a Hong Kong. Ensuite, on a un truc qui s'appelle King of the Court, mais c'est un genre de beach volley, mais moderne aussi, qui va devenir des disciplines olympiques, je crois, dans 4 ans. Là aussi, encore une fois, dans un environnement urbain. Et le troisième, c'est la Formule E. On est partenaire de Mindra, donc Formule E aussi dans les villes. Et puis, on a encore, pour le lancement de la Tide, on fait Red Bull Dance Your Style, donc c'est des dance contests
Ok. Avec, par exemple, ça s'est déroulé cet été à Ouchy, à Vidi. Donc là, vous aviez 10 000 personnes devant Ouchy, et puis il y avait ces dance contests avec cette ambiance un peu hip-hop, donc vraiment visée milléniale. Tout cela, on a encore ce qu'on appelle nos Friends of the Brand, donc c'est des jeunes talentueux, pas nécessairement des stars. Alors, il y en a 2-3 qui sont quand même champions du monde, mais là, c'est vraiment la stratégie de l'authenticité sur ces réseaux sociaux qui viennent en support de ces événements, de ces sponsoring. Et en fait, ensuite, vous avez tout le programme annuel qui est déroulé en fonction de ces événements. Il y a aussi des partenariats, donc il y a forcément des montres qu'on fait. Ça peut être des tights, ça peut être autre chose. Mais voilà un petit peu le mécano un peu simplifié de notre stratégie sponsoring et puis soutien en termes d'approche pour la marque. Donc, une approche assez urbaine, street et jeune. Et il y a une remarque de Benoît qui dit, pour Maurice Lacroix, il y a une pub très jeune sur la RTS lors des matchs de la Coupe du Monde. Donc, le média traditionnel n'est pas tant écarté pour le moment. C'est juste que c'est un média traditionnel, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une stratégie, une omnichannel, on dit. Donc, c'est une stratégie à 360. Vous allez la retrouver dans un autre format sur Instagram, dans un autre format sur Facebook, sur notre site. Et puis, on est en train de le pousser aussi sur tous les réseaux, quoi. Donc, là, c'était une opportunité qu'on avait, puis on est en train de tester quelque chose. Mais le 90% de l'investissement de cette campagne avec c'est un street runner, vous voyez la pub. Là, c'est 15 secondes à la télé, puis on voit un petit peu l'impact de la télé pendant la Coupe du Monde versus les autres chaînes. Et alors, justement, juste un peu le behind the scene de cette campagne, elle marche. Enfin, tu sens qu'il y a des gens qui vraiment t'appellent en disant « Ah, génial ». Enfin, vraiment, est-ce que tu sens un effet Coupe du Monde, quoi? Enfin, un effet Coupe du Monde. C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. On vient de la lancer. Hein. Donc, en télé, ça marche depuis une semaine. Mais sur les autres réseaux, ça fait 4-5 jours qu'on a lancé la campagne. C'est encore trop tôt. OK. Mais c'est vu. En tout cas, j'ai des feedbacks que c'est vu. Donc, c'est positif. Et toi, Edouard, il y a des partenariats. On voit aussi, j'ai vu là récemment, il y a Zénith qui a lancé un partenariat avec Fusalp. On voit que les collabs, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Est-ce que tu as des partenaires? Est-ce que tu en projettes d'autres? Est-ce que tu as envie de ça ou au contraire, non? Nous, on n'est pas dans le sponsoring. On fait très, très peu de sponsoring. Donc oui, les collabs, c'est un autre channel qui fonctionne très bien pour nous parce que ayant une production relativement limitée, ça nous permet d'utiliser les produits comme outil marketing. Et on en fait peu, on essaie de se limiter à 2 par année avec des thèmes très spécifiques. Alors ça a démarré et c'était un peu je pense que ça a généré beaucoup de collabs par la suite dans l'horlogerie, mais ce qu'on a fait avec une autre marque horlogère qui est MB&F, c'était en plein Covid, donc 2020, ça a amené énormément de visibilité à Moser dans notre cercle de clients. Et ça a été pour nous, je pense, une inflection point, même si la marque était en pleine accélération déjà à ce moment-là, mais en plein Covid, quand personne communiquait, on a créé une collab assez intéressante parce qu'on a créé 2 produits qui étaient un peu des 2 marques. C'est sorti au moment où personne communiquait, donc ça a créé beaucoup de visibilité et des produits qui étaient très chers, mais très rares, et donc qui sont partis très, très vite, qui ont pris de la valeur, etc. Donc ça a été vraiment une super collab. Depuis, on a travaillé avec quelques artistes plutôt inconnus, mais plus dans une approche philosophique, essayer de vraiment continuer à provoquer et à faire mieux comprendre notre clientèle et au-delà ce qu'est Moser. Cette année, le thème, c'était de faire des collaborations autour de plus lifestyle et travailler avec des marques, je dirais, plutôt liées à tout ce qui est fashion. Et on a travaillé avec 2 marques qui ne sont pas peut-être très connues en Suisse, mais une, c'est The Armory, qui est basée à Hong Kong et aux États-Unis, qui fait des vêtements très, très classe, avec leur boutique en propre. Marc Cho, qui est le propriétaire, est un fan de Moser, et donc s'est approché de nous, on a discuté, on a fait quelque chose dans un domaine, je dirais, très classique, mais quand même avec une touche contemporaine pour Moser. Et dans un deuxième temps, on a travaillé avec Undefeated, qui est une des 3 grandes marques de streetwear des États-Unis. Il y a Supreme qui est dans le skate, il y a HTC qui est plutôt dans le surf, et la 3e, c'est Undefeated. Très connu aux États-Unis, en Asie, au Japon
avec beaucoup de boutiques. Et donc là, on a sorti une collab assez intéressante avec tout un écosystème de produits qui vont autour. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, beaucoup de nos collectionneurs ont commencé, ou nos clients ont commencé par collectionner les baskets. Et beaucoup de gens m'ont posé la question, mais pourquoi vous faites ça? Et en fait, on sous-estime le lien entre ces deux univers. C'est assez incroyable. Et il n'y a pas un jour sans qu'on me demande est-ce que s'il y a encore des montres disponibles, alors que je pense que le jour du lancement, tout était déjà vendu. Ah, c'est incroyable. En fait, on voit que vraiment aujourd'hui, il y a plein de secteurs différents. En fait, l'horlogerie, enfin, vous sortez clairement un On est peu de obligé, je pense qu'il statut, quoi. faut élargir le cercle. La problématique de marques indépendantes comme Moser, quand on est au début, quand on faisait je sais pas, quelques centaines de montres, c'est qu'on a un cercle relativement petit et si on tourne très vite en rond, donc on doit élargir ce cercle, on doit explorer des nouveaux territoires. Et c'est là que c'est intéressant de faire des collaborations. Alors, sur un tout autre sujet, on voit aussi que le marché se tend au niveau des appros, au niveau aussi de l'emploi. Stéphane, toi, comment tu vis ce moment un peu spécial où les choses sont plus tendues? Écoute, pour l'instant, ça va. Au niveau des appros, nous, on a rapidement vu au début du Covid que c'était assez stratégique. Donc, on a simplement revu toutes nos planifications. Donc, pour cette année, nous, on n'a pas de souci d'appro. Alors, ça ne veut pas dire qu'il livre, qu'il livre à temps, mais on s'est mis quelques mois de battement, de réserve dans notre planification. Au niveau de l'emploi, ben, je dirais que déjà depuis 2-3 ans, c'est tendu parce qu'en fait, on cherche des profils assez particuliers. On est à Seine-Léger, donc on n'est pas à Lausanne ou à Genève, près des grands centres urbains. Donc, c'est pas évident. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on offre du home office. C'est quelque chose qu'on fait depuis 2017. Donc, je dis toujours, on ne peut pas être une entreprise qui vend millénial, qui se veut un peu fraîche, moderne, et puis avoir une politique RH qui est ancienne. Donc, on essaye d'amener pas mal d'avantages au niveau du travail, de confort de travail pour en fait pallier à cette distance qu'on a par rapport aux grandes villes. Et alors, Stéphane, justement, profitant parce que la plateforme elle est là pour ça. Quels sont aujourd'hui, toi, tes besoins Alors, concrètement? Et puis, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire enfin, quels sont les fails, les trucs qui font qu'on ne peut pas être chez Maurice Lacroix et qu'est-ce qui va faire que peut-être, au contraire, on va faire la différence et on va pouvoir travailler chez vous, quoi. Quel est le bon mindset pour être chez vous? Alors, en termes de postes ouverts, à ce jour, j'ai un responsable des ventes marché suisse qu'on est en train de rechercher. On est en train de chercher une coordinatrice de vente ou de sales support ou sales admin suisse ou international, ça dépendra du profil. Je cherche un trade marketing spécialiste à 60%. Donc ça, c'est un poste intéressant parce que là aussi, on favorise, pas qu'on favorise, mais disons que pour des femmes qui ont eu des enfants, qui veulent se réintroduire et qui ont un bon parcours et qui ont des connaissances dans le domaine, c'est des postes qui sont intéressants comme ça. Donc on regarde aussi d'avoir des postes un peu pour tout le monde. On a une bonne variation et on cherche un stagiaire ou un interne en termes de vente. Et ce que j'aimerais aussi dire… Plutôt sur la vente, alors, du coup, là, je trade, vente. Là, sur la vente, ouais. Ben, en fait, on a une telle croissance en ce moment qu'il faut, qu'il faut renforcer un peu les équipes. Donc, Et vous recherchez quoi comme profil, justement? Quel profil il faut avoir aujourd'hui? Qu'est-ce bon, qui est… écoute, Ouais. chaque poste est un peu différent en termes de Ouais. maturité. Donc, nos offres d'emploi sont bien définies. Je dirais qu'il faut bien les lire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les 5-6 derniers postes que nous avons repourvus, plus de la moitié, on a engagé des gens qui avaient plus de 50 ans. Ouais. Donc, vous êtes plutôt senior, alors, c'est bien. Voilà. Mais c'est simplement fait qu'en fait, autant on a eu la discussion avant sur les millénials, Ouais. mais ce qui est intéressant, c'est que aussi cette tranche d'âge, elle a une expérience, et puis je dirais à la fin, c'est le mindset. Les gens qu'on a engagés, je dirais que chez nous, c'est le mindset qui doit être dynamique, jeune, urbain, mais au final, l'âge n'est pas un critère. C'est plus là, on regarde vraiment la compétence, le match avec le profil, le match avec l'équipe, ça c'est important.
On est une entreprise, on travaille dans le respect, on appartient pas dans un grand groupe, donc il y a peu de politique chez nous. Hein. Donc, on va aussi garder la politique à l'extérieur. Donc, c'est assez authentique, c'est assez franc. Et puis, on y va, quoi. Les gens, ils sont là. Je dis toujours, je ne paye pas les gens pour être présents à certaines heures. On paye les gens pour réaliser des projets et leurs objectifs. C'est clair. Édouard, du coup, pareil, même question. Est-ce qu'il y a des profils, du coup, vous recherchez précisément? Est-ce que ces profils-là, je sais qu'il faut impérativement parler l'allemand. Alors, pour la plupart des profils qu'on a, il faut parler allemand parce que c'est important d'être intégré. Et c'est vrai que étant basé à Schaffhouse, c'est quand même pas anodin. Après on travaille aussi en virtual team depuis assez longtemps. On a des personnes dans le marketing qui travaillent depuis Lausanne. On en a en particulier 2. Nathalie, je crois qu'elle est même présente online, donc qui travaille avec nous depuis 10 ans, alors qu'elle est basée à Lausanne. Donc c'est possible, mais c'est dans des postes très très spécifiques. Après, c'est clair qu'on a beaucoup de jobs ouverts. Je n'ai pas regardé où on en était ce matin, mais je sais que dans le trade marketing également, on cherche quelqu'un. Dans le supply chain, aux achats. Là, aux achats, il faut parler français et allemand. Parce qu'il faut pouvoir quand même discuter avec nos sous-traitants, et la plupart sont justement du côté de où se trouve Maurice Lacroix, donc du côté de Selle-Légier, La Chaux-de-Fonds, jusqu'à Vallée de Joux et Genève, donc il faut pouvoir parler français. On cherche les contrôleurs et naturellement beaucoup d'horlogers dans la prod. Enfin, pas que horloger, il n'y a pas besoin d'avoir une formation d'horloger pour travailler chez nous, vu qu'on fait quand même beaucoup de production de petits composants où on n'a pas besoin d'être horloger. Donc voilà, c'est relativement large. Et encore une fois, on a aussi, je pense, des job descriptions relativement clairs. Certains sont que en allemand, ça veut dire ce que ça veut dire, mais sur notre site web, voilà, il faut les trouver. Et puis voilà, on est en train de regarder aussi pour ouvrir potentiellement en atelier en Suisse romande. Mais j'en parlerai prochainement. Enfin, d'ouvrir ou peut-être d'acquérir, je dirais, par acquisition. Good to know. Donc, c'est un petit peu Alors, voilà, au bout d'un moment, il y a 2 marques du côté de Schaffhouse, il y a IVC et Moser. Et malheureusement, beaucoup de nos horlogers viennent d'IVC. Et on ne veut pas non plus créer trop de tensions avec nos grands voisins. Bien sûr, je comprends bien. Et du coup, on a une question de Benoît qui demande quelles sont vos actions concrètes en termes de marque employeur? Alors, Stéphane, du coup, peut-être, est-ce que vous faites, tu parlais de téléoffice, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages? Je prends l'exemple c'est vrai que je travaille un peu avec Nestlé. Il y a par exemple les politiques RH qui sont hyper fortes. Qu'est-ce que vous apportez, vous, en termes de marque employeur aujourd'hui, à part cette souplesse, je dirais. Bon, c'est clair que le home office, c'est un des gros éléments, mais après, on a un catalogue de mesures qui est que toute personne qui postule chez nous, on l'informe. Il y a aussi des avantages en termes de caisse de pension, vu qu'on fait partie des KSH. Donc, il y a un peu dans tous les coins. Et pareil, Edouard, même question, marque employeur. Est-ce que c'est un sujet qui est pour vous important? On voit que on voit que pas mal de marques, de groupes s'y intéressent de plus en plus. Est-ce que toi, c'est un sujet aussi qui est pour toi important ou... Similaire à ce que disait Stéphane, voilà, c'est la caisse de pension, c'est une certaine flexibilité, une atmosphère, etc. Après, on n'est pas Google non plus, même si on a l'ambition de créer vraiment, je ne veux pas dire en campus, mais d'amener vraiment une atmosphère qui va au-delà des ateliers avec la cantine où les gens ne se parlent pas. Non, on essaie d'amener vraiment une culture d'entreprise forte. Comme souvent on me dit, mais pourquoi Moser est créatif, est innovant? Je pense que c'est une culture et ça s'entretient. Il faut donner l'environnement pour et on a la chance de justement regarder pour construire une nouvelle manufacture qui est un énorme investissement pour nous et ça prend du temps, mais avec l'ambition vraiment de créer quelque chose où les gens aient envie de venir travailler parce que c'est cool, parce que c'est sympa, parce que c'est pas je me lève le matin en me disant merde, je dois aller au travail. Non, c'est de se dire c'est sympa, je vais voir les collègues, je vais bosser, mais en même temps je vais passer un bon moment avec des gens que j'apprécie, quoi.
En tout cas, ce que vous faites aujourd'hui, moi, je trouve ça super bien parce que ça permet aussi de montrer qui vous êtes et comment on peut travailler avec vous, la manière aussi dont là, moi, j'apprécie énormément la simplicité aussi avec laquelle ça a été facile de faire ce moment-là. Donc, je pense que ça peut être un vrai plus pour les personnes qui postulent chez vous, de ressentir cette proximité, ce qui n'est pas forcément le cas. Et je trouve que c'est vraiment une grosse plus-value qu'il faut mettre en avant. Et donc, déjà, merci beaucoup. Et peut-être, j'avais juste pour finir une dernière question. On avait une question d'Alexis qui parlait de la seconde main. Comment vous, justement, en tant que, je dirais, jeune marque, entre guillemets, comment vous vous positionnez par rapport à… C'est vrai que on voit actuellement ce marché de la seconde main qui prend des proportions énormes. Comment aujourd'hui Moser ou Maurice Lacroix se positionnent par rapport à ça? Peut-être on va commencer par Moser. Alors, nous, ça fait quelques années que c'est un élément extrêmement important. C'est un des KPI qu'on monitore. On fait des statistiques hebdomadaires sur le sujet. On a des gens qui s'en occupent. On travaille main dans la main avec les key players dans ce domaine-là pour les informer, pour offrir des services, que ce soit de garantie, de services après-vente, etc. D'informer les gens sur l'historique d'une montre, sur la stratégie, la quantité de pièces produits, etc. Et tout faire pour donner plus de valeur à ces produits-là. On n'a jamais cherché à se battre contre le marché secondaire. Au contraire, on a essayé une époque de faire la vente directe, mais en termes de logistique, c'est très compliqué. On n'arrive déjà pas à fournir suffisamment de montres en primary. Donc, en secondary, ça rajoute de la complexité. Et on a décidé plutôt de travailler avec des partenaires comme Watchbox, par exemple, où on parle très régulièrement avec eux. On les informe sur qu'est-ce qu'on va sortir, qu'est-ce qui est sorti, ils reviennent vers nous. Si des gens veulent revendre leur montre, on les oriente vers ces gens-là. Et c'est très apprécié. On travaille aussi avec les maisons de vente aux enchères pour former leur personnel autour de nos produits, autour de l'historique de notre marque. Encore une fois, avec l'idée long terme de se dire le plus les gens nous connaissent et comprennent et valorisent nos produits, le mieux c'est pour la marque. Et toi, Stéphane, pareil pour Maurice Lacroix, comment vous avez… Parce que, du coup, c'est un petit peu notre dynamique. On est dans un marché de volume. Si on parle de vintage, il y a certaines années, dans les années 2000, on faisait 300 000 montres par année. Donc, faites ça pour 10 ans, ça fait un peu beaucoup à suivre. Par contre, ce qu'on fait et ce qui est important, c'est tout le service après-vente. Donc, il est organisé, il est présent dans 65 marchés. On essaie d'être très performant, très rapide. Si on n'est pas capable, on offre toujours une solution avec, par exemple, un restaurateur et des choses comme ça. Et puis, ce qui est important pour le secondaire ou le vintage, ce sera aussi dans le futur. Donc, on va offrir, alors ce n'est pas encore le cas, mais des services d'authentification, du blockchain pour garantir la propriété, et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de dispositifs qui vont sortir. On va encore mettre 2-3 choses en place, mais c'est pour bientôt. Bon, en tout cas, je vous remercie. On arrive bientôt à sa fin. En tout cas, je vois que, que vous avez vraiment plein d'opportunités déjà de business. On voit que ça va bien et puis ça fait plaisir. Je vous remercie pour cette dose d'inspiration aussi parce qu'on voit que vous mettez que vous allez sur plein de terrains qui vont un peu hors des terrains qu'on connaît. Et ça, je trouve ça super riche et je trouve que ça apporte toujours des choses très positives. Et je vous remercie déjà même aussi d'avoir aussi accepté cette interview qui, là aussi, sort un peu des terrains battus. Donc, vraiment, merci encore. Et puis, moi, je voulais vous dire, peut-être, je vous laisse peut-être dire un dernier mot juste pour conclure un peu ce live. Edouard, je te laisse la parole. Merci à toi déjà de nous avoir choisis. Enfin, moi, ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi et Stéphane. Et remercier tous ceux qui ont suivi. Encore une fois, à Moser, on est une entreprise familiale, il faut le savoir. Donc, ça veut dire que c'est une philosophie, des valeurs vraiment différentes des grands groupes. Des gens aiment, d'autres pas du tout. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas changer. Nous, on est indépendant, on veut le rester. On veut garder ce côté familial. Le board, ça se fait avec mon frère autour d'une fondue pratiquement. Donc voilà, c'est un peu la philosophie Moser. Et on a beau être à Chafouz, on a aussi une culture assez multiculturelle. Déjà du simple fait que moi je viens de la Vallée de Joux, que mon frère soit basé à Dubaï, qu'on ait des gens d'un peu partout. Je pense que c'est assez visible quand on visite la manufacture.
Et on est très ouvert à recevoir des gens pour des visites ici à Chafouz. Donc, vous êtes les bienvenus. Eh ben, moi, je passerai en tout cas. Avec plaisir. En tout cas, merci. Et du coup, Stéphane, tu as aussi le dernier mot. Ben, merci pour l'opportunité aussi. Merci Edouard aussi d'avoir participé. Et puis, aux questions de la communauté, c'était très intéressant pour moi. Le feedback, ça donne toujours des indications. Donc aujourd'hui, j'ai pu tester 2-3 trucs. Donc là, c'est des choses que je vais faire revenir dans la marque. Et, comme l'a dit Edouard, autant eux sont une entreprise familiale. Nous, on est peut-être dans l'horlogerie un exemple d'entreprise ou de marque horlogère un peu plus jeune de l'avenir, parce que c'est clair que les clientèles vont devenir plus âgées et puis la nouvelle génération, ce seront les clients de demain. Donc, c'est ce qu'on essaie de construire et puis d'être prêt pour le futur. Eh ben, nickel. Eh ben, je vous souhaite en tout cas, moi, de bonnes fêtes si c'est pas bien, enfin, c'est bientôt, c'est dans un mois. Donc, bonnes fêtes si je ne vous vois pas entre-temps. Pareil, Stéphane, je passerai aussi, hein, du coup, chez Maurice Lacroix. Et puis, je me réjouis de vous revoir et je vous souhaite à toutes et tous un grand merci et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.